Le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 12e jour de guerre donc sur le sol ukrainien. À Kiev, toujours encerclé, on se barricade en attendant l'assaut. C'est depuis la capitale ukrainienne que nous vous retrouvons. François Delabarre, bonjour. Bonjour. Alors comment se sont passées ces toutes dernières heures ? Alors à Kiev, il y a plus d'alertes que ces derniers jours. Les sirènes ont résonné et on entend maintenant des coups de feu qui viennent probablement du front d'Irpin au nord-ouest de Kiev où le combat est intense. Néanmoins, la ville reste protégée. Il n'y a pas de bombardement, contrairement aux autres villes du pays. Alors justement, François, il y a d'autres points névralgiques dans le pays où la situation est beaucoup plus tendue. Oui, la ville de Kharkiv a été violemment bombardée cette nuit. Vous avez sans doute vu des images de réfugiés se pressant dans la gare. La situation est extrêmement difficile dans les grandes villes de l'Est du pays de manière générale. Le président Zelensky a gratifié le titre de héros à plusieurs villes, dont Mariupol et dont une ville Volnovakha au nord de Mariupol qui a subi aussi d'intenses bombardements cette nuit. Néanmoins, on voit aussi des images d'embuscades de l'armée ukrainienne tendant des embuscades, par exemple dans la forêt près de Kharkiv, et une ville, Chuïv, près de Kharkiv, a été reprise par les Ukrainiens. Vous voyez que c'est comme la ville de Mykolaïev qui avait été reprise par l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens ne se laissent pas faire, ils résistent, et cette résistance donne du fil à retordre aux Russes qui n'arrivent pas à conquérir durablement les villes qu'ils bombardent. Merci François Delabarre, grand reporter pour Paris Match, et je précise, puisqu'on l'apprend à l'instant, que Moscou compte rouvrir aujourd'hui des couloirs humanitaires à Kiev et Mariupol notamment. Voilà, puis message de l'état-major ukrainien dans un communiqué ce matin. Les forces russes accumulent leurs ressources pour lancer un assaut sur Kiev. Voilà ce que nous disent les militaires ukrainiens. Dans le même temps, les échanges diplomatiques se poursuivent. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone pendant 1h45 avec Vladimir Poutine. Arthur Delaborde, les discussions n'avancent pas, mais il y a discussion et c'est déjà ça. Oui, une discussion ou plutôt un dialogue de sourds entre les deux chefs d'État. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron voulait surtout obtenir des garanties sur la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes. Et malgré les combats récents près des centrales de Zaporijjia et de Tchernobyl, Vladimir Poutine lui a répondu ne jamais avoir eu l'intention de les attaquer. Le maître du Kremlin a tout de même fait un petit geste sur ce dossier, acceptant des échanges dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sur le plan humanitaire, Emmanuel Macron a une nouvelle fois exigé le respect du droit international, appelé à ce que les évacuations de civils puissent avoir lieu. Mais là encore, Vladimir Poutine dit n'y être pour rien et rejette toute responsabilité sur l'armée ukrainienne. Enfin, lorsque le président français a réitéré ses appels à la fin des hostilités, son homologue russe lui a assuré qu'il atteindrait ses objectifs, soit par la négociation, soit par la guerre. C'est donc un dialogue pour le moins compliqué, mais pour les diplomates élyséens, il a au moins le mérite d'exister. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, Vladimir Poutine qui dit ne pas avoir l'intention d'attaquer les centrales nucléaires. La France se méfie néanmoins et envoie 2,5 millions de doses d'iode en Ukraine. La guerre a aussi pour conséquence de faire flamber les prix. Celui du pétrole, le Brent a frôlé les $140, tout proche de son record de 2008. L'or a atteint son plus haut niveau depuis 2020, $2000 l'once. On était déjà à 400 € la tonne de blé vendredi. Et si l'Europe venait à ne plus recevoir de gaz russe, les premières difficultés viendraient avec le remplissage des cuves pour l'hiver prochain. Voilà ce que nous dit ce matin la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor. Autre conséquence sur notre propre économie, la difficulté à s'approvisionner en certains matériaux et minerais. Titane, aluminium, nickel, la Russie et l'Ukraine sont les fournisseurs mondiaux en matière première stratégique, que ce soit à usage industriel ou alimentaire. Alors, Maud-Descamps, les grands groupes comme les PME doivent s'organiser. Oui, on va prendre l'exemple du titane. Sans ce minerai, on ne peut pas construire d'avion. Eh bien, la principale source d'approvisionnement aujourd'hui pour la filière aéronautique, c'est la Russie. Alors certains comme Airbus ont pris les devants en faisant quelques stocks ces dernières semaines. Il n'y a donc pas de problème à court ou moyen terme, nous a-t-on assuré. Mais sur le long terme, il y aura des difficultés. Aujourd'hui, c'est toute l'industrie aéronautique qui doit réfléchir à une alternative, m'a confié un cadre du secteur. Et puis pour certains autres matériaux, il n'y a pas d'alternative à la Russie, explique François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. C'est le cas du palladium, par exemple. C'est le cas des barres de quartz qui rentrent dans la composition des semi-conducteurs. Il y a peu d'alternatives. Parfois, vous avez dans l'industrie électronique des PME qui utilisent
ces composants et elle risque malheureusement d'avoir des problèmes d'approvisionnement. La filière aluminium, elle aussi, surveille de près la situation. Si les importations de Russie sont encore autorisées pour le moment, la filière se dit prête à relancer des usines en France et en Europe si nécessaire. Les précisions de Maud Descamps pour Europe 1. Le prix de l'énergie qui sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle, elle s'ouvre officiellement aujourd'hui. À midi pile, lorsque le président du Conseil constitutionnel rendra publique la liste définitive des candidats. Hier, Éric Zemmour, qui tenait un meeting au Zénith de Toulon, a reçu le soutien qu'il attendait, celui de Marion Maréchal. Le reportage de Victor Chabert pour Europe 1. Un Zénith de Toulon survolté, Marion Maréchal monte sur scène. C'est le ralliement qu'Éric Zemmour attendait tant. Quel plaisir, Éric, après 5 longues années d'absence en politique, de revenir pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle. Merci à Marion. J'ai toujours eu l'intuition qu'un jour, nous allions nous battre ensemble pour la France. Et puis, un mea culpa sur les réfugiés ukrainiens. Sa position de ne pas vouloir en accueillir a crispé jusque dans son camp. Il infléchit sa ligne. Pour ceux des Ukrainiens qui préféreraient venir en France, parce qu'ils y ont des attaches, parce qu'ils y ont de la famille, parce qu'ils sont francophones, alors il faut les accueillir le temps que les bombardements cessent. En baisse dans les sondages suite à ses positions sur la crise ukrainienne, Éric Zemmour use de ses outils phares pour tenter de redonner de l'élan à sa campagne, les ralliements et les meetings. En fin de discours, il annonce un grand rassemblement au Trocadéro le 27 mars prochain. Ses équipes attendent jusqu'à 50 000 personnes. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. D'un mot, le football et la mauvaise opération de l'Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Hier soir, l'OM qui perd 1-0 au Vélodrome contre Monaco. Conséquence, l'OM perd sa 2e place de la Ligue 1 au profit de Nice qui avait battu Paris samedi. Voilà, effectivement, victoire 1-0 des Niçois. C'est bien ça. Et c'est pas de bon augure pour les Parisiens qui affrontent le Real. Avant la Ligue des Champions, absolument. En match retour, ce sera demain et à vivre évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Léna Higmoni. On va vous retrouver tout à l'heure. À tout à l'heure. À 8h30. Dans un instant sur